Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 14 mars 2017, voici la une du journal. Coup de projecteur sur une activité utile et dangereuse à la fois. Les motos-taxis en pleine expansion inquiètent par leur incivisme et leur dérive. À l'entame du journal, nous faisons le point à Yaoundé et dans les régions. Coup de projecteur sur un phénomène nocif qui prospère en dépit de la loi. La fuite des documents administratifs confidentiels fait le bonheur de la presse et des réseaux sociaux. Comment arrêter l'hémorragie? Le 20h30 mène l'enquête. Coup de projecteur dans le journal sur le football camerounais, les assurances du Maroc pour la CAN 2019 et l'état d'esprit dans la tanière. Vous entendrez l'éclairage du président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Maître Dieudonné Api, est l'invité du journal. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal avec ce mal nécessaire pour certains, un phénomène dangereux à endiguer d'urgence pour les autres. Les mototaxis connaissent une véritable explosion dans nos villes et villages, utiles et incontournables comme le reconnaissent les autorités pour accéder aux zones difficiles d'accès. Mais les mototaxis semblent de plus en plus des vecteurs de dérive et d'une violence qui fragilise l'équilibre de la société. Que dit la loi? Quelle réglementation faut-il convoquer dans ce secteur? Voici l'état des lieux dressé par Oswald Modo. Combien sont-ils en circulation sur les routes camerounaises, ces motocycles exploités à titre onéreux? Des centaines de milliers, peut-être des millions. Bien difficile de donner le nombre exact dans un secteur d'activité qui recrute parmi la couche la plus importante de la population et dont les portes semblent être ouvertes aux premiers venus. L'activité est pourtant régie par deux textes du Premier ministre qui en fixent les conditions d'exercice. Tous ceux qui ont le transport par moto doivent ici avoir un permis de conduire de catégorie A, doivent avoir ici une assurance 5A, doivent aussi avoir une visite technique, doivent avoir aussi l'impôt libératoire qui permet d'exercer en toute quiétude. La loi est claire, on ne saurait exercer les motos sans au préalable avoir un document qui permet d'exercer comme professionnel. Ce que beaucoup ne savent pas, y compris les mototaximens eux-mêmes. Seulement, remplir les conditions sus-évoquées ne suffit pas. Encore faut-il disposer de certains accessoires. Il doit avoir ici deux casques pour le client et le chauffeur en question. La moto doit avoir son réservoir peint en jaune. Le chasuble doit avoir une couleur de sa municipalité. Vous savez, il y a 7 mairies et chaque mairie doit donner la couleur qui permet ici d'identifier les motos par zone. Ce à quoi il faut ajouter des pare-chocs avant et arrière, entre autres. L'exploitation des motocycles à titre onéreux est par ailleurs limitée dans l'espace. La loi interdit les motos en zone urbaine. Donc ils doivent être dans des carrefours bien ciblés, avec des panneaux qui indiquent ici leur zone de compétence. C'est-à-dire quoi? Je prends un cas simple, le carrefour lycée bilingue qui est à Essos. Au carrefour lycée bilingue, ils doivent transporter les usagers pour Colmessin vers la périphérie. Aujourd'hui, on trouve à Terminus, on trouve à Vocada Mobile, on trouve au carrefour Oran en plein centre urbain, on trouve au carrefour Régie les motos qui font dans le centre, dans la zone urbaine. Si la licence de transport par mototaxi ne fait pas l'objet de préjudice judiciaire, le ministre en charge des transports peut la suspendre ou la retirer. L'utilisation d'une moto acquise frauduleusement, comme tout autre motif pertinent, peut y conduire. Mais malgré ces tentatives de régulation, il faut reconnaître que les mototaxis imposent leurs lois partout dans les rues, dans les centres urbains, se faufilant parfois entre les embouteillages en pleine poste centrale, ici à Yaoundé, ou semant la terreur par leur rassemblement dans les quartiers. Mais il faut également dire que l'absence d'un véritable réseau de transport urbain et périurbain rend ces mototaximens plutôt indispensables. Excursion donc dans un secteur en mode mi-figue, mi-raisin, c'est avec Daniel Menanga. Nul ne s'aventure ici à bord d'un véhicule de transport en commun. En Colmessin, quand on n'a pas de voiture personnelle, on va à moto. Parce que la route est tellement mauvaise au point où même les voitures qui vont là-bas vont à peine. Je suis en train d'aller en Colmessin, au bas-fond. Je suis obligé de prendre la moto. C'est important sur les entrées qui vont au quartier. Carrefour du lycée bilingue d'Essos. Les motos règnent. Au départ et à l'arrivée, elles sont indispensables. Le confort, on verra après. Le port du casque n'est pas la règle chez les chauffeurs. Et le passager alors, il n'a qu'à se débrouiller. Trop d'insécurité, le vol d'enfants,
on arrache les sacs. Même les accidents, certains motocyclistes sont des voleurs, des bandits. Ils vous prennent, ils vous amènent en brousse. Et là-bas, on peut vous violer, on peut vous taper. Le même décor s'observe à Terminus Mimboman. Ils sont sagement garés dans l'attente d'un client, mais aux heures de pointe, c'est la jungle. Je peux doubler peut-être un taximan à gauche ou à droite pour pouvoir réussir à traverser. À une certaine heure, la moto n'est pas bien. Mais il y a les motocyclistes qui sont bien élevés. Donc, si la nuit me trouve dehors, je vais seulement chercher un ancien motocycliste que je connais pour me porter. Les motos se croient tout permis dans la circulation. En ville, elles s'infiltrent dans les embouteillages. Arrêtez-les si vous pouvez. Allons donc voir la situation dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, depuis l'enlèvement du sous-préfet de Batibo et celui du délégué régional des affaires sociales, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont interdit la circulation des mototaxis dans 3 arrondissements. De lourds soupçons pèsent en effet sur les mototaximènes en relation avec les agressions et d'autres assassinats. Les constats à Bamenda, Armand Ambassa. Les transporteurs par moto-taxi de Bamenda sont, à tort ou à raison, accusés de tous les maux. Pour conforter cette assertion, la caméra de la CRTV n'est pas la bienvenue ici. Nous rencontrons tellement de difficultés et surtout depuis que la crise anglophone a débuté. C'est un passager, lorsque vous les rendez service, à la fin, ils vous traitent de bandits et consorts. Pourtant, les victimes de ces agressions s'en souviennent. On a arraché le sac de ma femme. Elle sort à 5 heures pour aller au marché. On écrit son sac avec le téléphone et tout. Mes enfants, même chose. À cela s'ajoutent les multiples attaques des forces de l'ordre et de sécurité, les enlèvements des autorités administratives par des assaillants non identifiés et à bord des motos dans l'arrondissement de Batibo. Autant d'éléments qui ternissent malheureusement l'image de la profession. Ça se passe avec les motos, mais pas avec nos collègues, puisque ce n'est pas justifié. Et là, nous payons les pots cassés. Pour l'heure, la délégation régionale des transports pour le Nord-Ouest et les syndicalistes disent travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour assainir le secteur en facilitant l'obtention des documents exigibles. Et les pièces qu'il faut fournir, c'est le certificat de vente, certificat de conformité, et la photocopie de la personne qui a acheté et le reçu. Il y a eu des choisibus qu'on a donné gratuitement aux mototaxis, mais il y a eu un désordre. Le préfet de Mes-Armes a demandé qu'on arrête pour voir comment on va mettre de l'ordre sur ça. En attendant l'aboutissement du processus d'identification par gilet de ces bensikineurs, le gouverneur de la région du Nord-Ouest vient de prendre une décision interdisant les Okada, comme on les appelle ici, de circuler dans les arrondissements de Batibo, Widikoum et Balikumbat, de jour comme de nuit. Une vie de moto-taximan à Aboya dans la région du Sud-Ouest et selon nos correspondants permanents, cette activité tourne au ralenti dans la région. Les benskinners là-bas enregistreraient une baisse de leurs recettes face à des passagers de plus en plus prudents quant à ce mode de transport. Retrouvons Aboya, Roger Samaki-Poro. Conducteurs de moto-taxi attendent de passagers ici à Long Street, secteur bien connu de Boya, la ville à l'hospitalité légendaire. Leur activité tourne au ralenti. Maintenant, le travail, ça ne donne pas comme avant. Parce que maintenant, là, le moto ne travaille pas avant 19h30, 19h comme ça. Là. Quand on ne peut plus dehors, on va aller prendre sa moto, on va aller mettre ça à la gêne. Passé l'époque où la présence massive des passagers faisait la joie des bensikineurs. Par jour, je travaille même 15 000 parce qu'il y a beaucoup de passagers qui voyagent en Limbe, Boya, Boya, Oututu, Boya, Maïfo. Maintenant là, le travail, ça ne donne plus, ça ne donne pas. Certains habitants ont, au fil du temps, nourri une aversion pour ce mode de transport. Allez savoir pourquoi. Je pouvais souvent parler de taxi parce que avec les benskinners, pour la manière dont ils circulent, ils sont toujours comme s'ils sont pressés, je ne sais pas. C'est vrai avec les taximans, les moto-taximans, c'est plus rapide, mais c'est un peu très risquant parce que dès qu'il y a un petit mouvement là, tu peux très mal te blesser.
Heureusement pour nos conducteurs qu'il existe encore des inconditionnels du transport par moto-taxi. Si je prends les motos, je vais arriver à Outoudou vite. J'ai déjà un accident en moto, mais je n'ai pas peur. Malgré tout, les benskinners, encore appelés Okada, ne baissent pas les bras. Tous espèrent que leur activité retrouve ses beaux jours d'antan. Dans la suite du journal, parlons de la coopération entre la Confédération suisse et le Cameroun, une coopération vers de nouveaux horizons aujourd'hui. Les deux parties tenaient ce mercredi la première session du comité d'orientation et de suivi de l'accord de don d'un montant de 3,4 milliards de francs CFA, accord conclu entre les deux États. Autour de la table à Yaoundé, le ministre de l'économie Alamine Ousmane et son Excellence Pietro Lazeri, l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun. Voici d'autres précisions avec Lucie Colette Avolo. 3,4 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de don octroyé au gouvernement camerounais par le gouvernement helvétique. Pour cette première session du comité d'orientation et de suivi de cet accord, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane et l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, son Excellence Pietro Lazeri, se concertent sur les différents axes d'intervention. Nous avons travaillé sur l'allocation des ressources de fonds de contre-valeur à hauteur de 3,4 milliards pour accompagner le secteur des énergies renouvelables et la promotion du secteur privé. La Suisse a approuvé donc cet accompagnement sous forme de subventions. Cela va certainement participer à renforcer la production de l'énergie renouvelable et contribuer donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le savoir-faire suisse en la matière ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous avons donc abordé pendant la réunion les critères, le processus de sélection des projets, parce que ça sera très important de choisir tout d'abord des projets qui ont un impact, comme a dit le ministre, qui soutiennent la croissance. Cet autre volet vient renforcer une coopération riche entre les deux États. Des actions dont l'impact sera directement perçu par les populations à la base. Dans ce champ de l'économie, je signale ce communiqué qui était rendu public à l'issue de la 9e session du Cameroun Business Forum, le CBF, qui se tenait lundi cette semaine à Douala sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang. Le communiqué est signé par le secrétaire général des services du Premier ministre, le professeur Séraphin Fouda, rappelle les problématiques abordées pour l'amélioration de la vie économique et du climat des affaires au Cameroun, notamment la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, la consolidation de la paix pour impulser le développement économique, l'ouverture du capital des entreprises publiques aux partenaires privés et puis le renforcement de la professionnalisation des formations afin de disposer des ressources humaines plus adaptées. L'Institut national de cartographie expose cette semaine son savoir-faire à Yaoundé, des journées portes ouvertes qui reçoivent le public à l'esplanade de la direction générale de l'Institut. Cette première édition a pour thème l'information géographique au service du développement du territoire national. Le coup d'envoi de cette opération de charme était donné ce mercredi même par le ministre de la Recherche scientifique, Madame Madeleine Tchouenté. Agnès Solange Abessolo nous présente l'opération. Les spécialistes de l'art de dresser les cartes se dévoilent. Ils ont décidé de partager avec le public les différentes étapes de la production et de la mise à jour de la carte topographique de base du Cameroun à grande échelle. Nous représentons en 3 dimensions tous les objets du terrain. Tout ce que nous voyons, en l'occurrence les routes, les cours d'eau, les pistes, les ponts. Nous arrivons dans un point sur la carte, la tablette nous donne ça. Un travail de fond qui requiert un équipement de pointe, à l'instar de ces lunettes à cristaux liquides qui permettent de voir en relief toutes les dimensions du terrain à explorer. On représente les données en fonction d'une échelle. On a une échelle 25 millième. Ça veut dire
1 cm sur notre carte fait 250 mètres sur le terrain. Une panoplie d'informations géographiques mises à la disposition des visiteurs pour démystifier le projet, cet indice de développement. L'initiative va aussi permettre de renforcer le système national de recherche et de l'innovation. Ils font des cartes de manière scientifique. Chaque décideur qui a besoin d'informations géographiques peut se rapprocher donc de l'INC pour avoir des informations scientifiques avant de se lancer. 3 jours d'échanges qui vont certainement améliorer la notoriété de l'Institut national de cartographie en lui donnant plus de visibilité. De son côté, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative achevait ce mercredi son tour de propriétaire à Yaoundé. Joseph Lé a ainsi visité le chantier de la délégation régionale du Minfopra en cours et le site de l'actuelle délégation régionale. Dans sa suite, notre reporter Catherine Toulou-Elanga. Un R+3 bâti sur une superficie de plus de 3000 mètres carrés. L'édifice, assez flatteur, force l'admiration. C'est ici que sera logée la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, visite les chantiers. Il y a certes de petites difficultés en termes d'espace de travail, en termes de logistique, mais je crois que ces messieurs et dames sont prêts à surmonter ces difficultés afin d'accomplir au mieux les tâches qui leur sont assignées. Bientôt opérationnel, il reste tout de même quelques réajustements. Est-ce que ce bâtiment est occupable? Je peux vous dire oui à 90%. Il suffit d'ouvrir grandement les fenêtres, alimenter constamment le groupe en carburant et le cubiténaire en eau. Après le chantier, cap sur la délégation régionale actuelle de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé échange avec le délégué régional pour boucler ainsi une visite de 3 jours dans les services centraux et extérieurs de son département ministériel. Dans cet environnement des administrations publiques, voici la grande enquête du journal pour questionner la fuite récurrente des documents administratifs, des facsimilés qui font les choux gras de la presse et qui alimentent les réseaux sociaux. Le phénomène surprend plus d'un observateur par l'impunité qui entoure ces actes pourtant répréhensibles, parce qu'il faut le dire, tout contrevenant est passible de sanctions et de privation de liberté. Voici l'enquête signée par Irène Ndianafouda. Les Camerounais de tous bords lisent les lettres dans les enveloppes. Résultat des courses, la violation du secret de la correspondance administrative. C'est ainsi que les documents confidentiels sont publiés dans les journaux et inondent la toile. Le papier en tête fait foi et les visas légaux sont là pour revêtir le caractère authentique de ces tests que l'on garde jalousement. Le citoyen lambda, pour peu qu'il soit connecté aux réseaux sociaux, est au parfum de tout. Ce mercredi, par exemple, c'est un message porté tenant lieu de convocation individuelle pour un éventuel conseil des ministres et signé du secrétaire général de la présidence de la République qui s'invite sur la plateforme cybernétique. Autre document en circulation sur la toile, celui réservé à la cuisine interne de la gendarmerie nationale, interdisant à certaines personnalités d'aller au-delà du triangle national sur instruction du haut commandement. Ces fuites de documents reposent sur des personnes qui ne mesurent pas toujours la gravité de leurs actes. L'article 41 du statut général de la fonction publique qui prescrit ce qu'on appelle l'obligation de discrétion professionnelle. Tout fonctionnaire est lié par cette obligation et ne doit révéler aucune information, aucun document dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et ensuite, il y a la violation du secret qui est prévu par le code pénal. Le règne de l'impunité anime tous ceux qui entretiennent la flamme des scoops. Il faudrait donc qu'on prenne un certain nombre de mesures pour éviter que ces fuites ne continuent et
parmi les mesures à prendre, puisqu'on ne peut pas être derrière chaque fonctionnaire ou chaque agent, c'est une répression exemplaire. Bon à savoir, les personnes tenues pour responsables des fuites de documents, agissant sans foi ni loi, ne sont pas au-dessus de la loi. On pourrait leur appliquer les dispositions de l'article 189 du Code pénal et punir d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d'un document appartenant à une administration. Là, on poursuivrait le monsieur qui a diffusé ce document, non pas pour violation de secret professionnel, mais pour complicité de violation de secret professionnel ou complicité de recel de violation de secret professionnel. Quiconque est à l'origine de la fuite de documents peut être repéré. L'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, et les fins limiers des services de renseignement sont capables de remonter la piste. Voilà qui est dit. Je vous invite à présent sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua. C'est dans la région de l'extrême nord. Le taux de réalisation est à 10%, on dirait seulement. Et pour accélérer les travaux, le ministre de la Santé publique prescrit le recrutement de 100 ouvriers supplémentaires par l'entreprise. André Mamafouda était en visite d'inspection sur ce chantier, dans du chef de l'État à la région. Pour découvrir Elvis Nguimaison de CRTV Extrême Nord. Terrassement, remblai, compactage, nivellement, chaînage de fondation, ce sont des ouvriers et des engins en pleine activité sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua qui ont accueilli le ministre de la Santé publique. Après le tour du propriétaire, André Mamafouda note que le chantier affiche, 10 mois après son lancement, un taux d'exécution physique de 6%. La nature du sol qui est constituée de près de 3 mètres de caral n'a pas permis que le chantier démarre à bonne date. Nous arrivons aujourd'hui et nous constatons que l'emprise qui est presque sur 10 000 mètres carrés a été sécurisée puisque on a excavé l'ensemble de cette argile gonflante qui est le caral pour le substituer avec du bon sol. Les délais de 18 mois seront difficilement respectés. L'entreprise Alliance Construction Cameroun est sommée de recruter pour accélérer les travaux. Il y a à peu près 120 personnes, c'est pas assez. C'est un hôpital qui devrait tourner avec un effectif de 200. Donc je lance donc cette information pour que les maçons, les ferrailleurs, les coffreurs viennent dans ce chantier et trouveront du travail. En présence du gouverneur Midjiawa Bakari, le ministre de la Santé publique s'est engagé à suivre de près la réalisation de ce centre hospitalier dont l'emprise au sol est de 8 000 m² environ au quartier Folina à Maroua. À Yaoundé, découverte macabre aux premières heures ce mercredi matin. C'était aux alentours de la basilique Marie-Reine des Apôtres en Volier. Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie. Et ce corps qui mobilise à présent les fins limiers de la police. Il s'agit d'établir les circonstances du drame. Maïmouna Mohamedou, Nadia de CRTV News. Sur la scène du drame, un essaim de mouches, comme pour rappeler l'horreur vécue là. C'est sur cette pierre qu'a été retrouvé le corps sans vie de l'inconnu. Le drame se serait vraisemblablement produit aux premières heures de cette matinée du 14 mars. On s'est donc appelé à messe ce matin qu'on informe qu'il y a encore un tas de décomposition. C'est mon curé qui m'informe sur le mangué là. Les femmes qui ont fait la messe, peut-être qu'ils voulaient faire leurs besoins, ils ont découvert que, ils ont senti les odeurs. Quand ils cherchent à regarder, ils trouvent que c'est quelqu'un qui est couché là. Quand on a vu la position du corps, nous nous sommes dit que sûrement, c'est un corps qu'on a tué ailleurs et qu'on est venu mettre là. Le monsieur était bien habillé, ils ont mis la tête, ils ont enfoncé la tête sous la pierre. Les forces de l'ordre alertées sont descendues sur le terrain pour les constats d'usage. Le corps a été transporté par la direction de la police judiciaire où une enquête a été ouverte pour traquer les auteurs de ce crime. Direction la région de l'Est où les jeunes militants de la section OJRDPC Rognon
Nord 2 à Dimako, disaient merci au président Paul Biya pour la nomination de leur fils et frère Oswald Baboké au poste de ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Un meeting était organisé à cet effet à l'hôtel de ville de Dimako. Le reportage de Séverin Jikam à Bertois. D'une seule voix et avec toute la foi aux promesses du RDPC, les jeunes militants de la section OJRDPC Oignon Nord 2 à Dimako se sont mobilisés en grand nombre à la salle des fêtes de l'hôtel de ville pour dire merci au chef de l'État qui a fait de leur fils, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, un grand moment d'adhésion et de communion. C'était l'occasion pour tout Dimako de sortir pour saluer, remercier le président de la République pour cet énième acte en faveur de la jeunesse de Dimako et pour lui dire que le RDPC ne sera que le seul parti qui va remporter tous les sièges en commençant par les sénatoriales. Par des prestations musicales, en présence de la génitrice du ministre Oswald Baboké et par des chants de ralliement et des discours, les militants du RDPC à Dimako ont également salué le maintien et la nomination à des hautes fonctions des autres fils de la région de l'Est. Il n'y a pas eu que Dimako, c'est toute la région de l'Est qui a été concernée au niveau du ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Nous avons aussi eu un digne fils de l'Est qui a été promu ministre. Les jeunes militants de Dimako, recrutés dans tous les secteurs d'activité, ont effectué une marche de soutien au président Paul Biya, tout en remettant une motion de soutien et de déférence au sous-préfet de l'arrondissement de Dimako pour transmission. Mobilisation similaire ce mercredi à la chefferie du groupement Bachenga sous la houlette de Sa Majesté Gabriel Sylvain Essoa Etoga, chef supérieur Bachenga. Les chefs traditionnels de cet arrondissement disaient merci au président Paul Biya pour la nomination de leur fils et frère Galax Yves Landry Etoga au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie nationale. Voici l'ambiance et les messages de cette rencontre. Philippe Roger Sama. Sur la place de la chefferie supérieure Bachenga, les chorégraphies initiatiques du mythique groupe Minkang Mimbon captivent la scène et les regards comme pour magnifier un temps de grâce. Ils constituent un des symboles forts de la solennité de ce jour particulier où leur majesté, les chefs traditionnels de Bachenga et de la Leki en général, expriment leur gratitude au président de la République pour le choix porté sur leur fils Galax Yves Landry Etoga, nommé secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Le chef de l'État a prouvé une fois de plus qu'il connaît tous ses enfants et qu'il comprend les pleurs de tous ses enfants venant de partout. Bachenga est content, la Leki est contente et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. À l'occasion de ces moments de grande allégresse, les chefs traditionnels de la Leki ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'homme du renouveau. Entre le chef de l'État et la Leki, il y a mariage, il y a union. La Leki, tous debout, tous sur un même pied, s'est mobilisé derrière le président de la République. Donc 2018, c'est son année. L'arrondissement de Bachenga bénéficie en effet d'une grande attention du chef de l'État qui y est affecté d'importants projets structurants et de développement. Le projet du pont sur la Sanaga, le barrage de Nastigal, le projet Sanaga d'adduction d'eau potable à Yaoundé, entre autres. Pour tous ces bienfaits, les chefs traditionnels ont adressé à leur bienfaiteur, le chef de l'État, une motion de soutien et de déférence remise au sous-préfet local. L'actualité dans l'Église catholique, la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé que préside Monseigneur Sostène Médard Bayemi Machéi Sostène Léopold s'il vous plaît, Bayemi Machéi tient une session ordinaire depuis hier mardi à Okola. La thématique des travaux est présentée ici par Pierre Biyina-Mbarga. La conférence épiscopale provinciale de Yaoundé, la CEPI, est un espace de 7 diocèses. Yaoundé, Mbalmayou, Obala, Bafia, Sambelima,
et Bolova Krivi. Les assises de la CEPI se tiennent depuis ce mardi 13 mars 2018 à Okola, dans le diocèse de Bala. Les évêques de la CEPI communiquent à la joie des fidèles du diocèse de Bala, qui a 30 ans d'existence. Le thème de cette session est l'élaboration d'un plan pastoral stratégique provincial en vue d'une articulation foi et vie. Au regard de cette précarité ambiante, les évêques proposent des clés de solution, promptes à asseoir l'espérance dans les cœurs. Quelquefois, nos fidèles n'ont pas toujours toute la joie qu'ils devaient attendre de l'Église. Qu'est-ce que l'Église préconise? C'est de revenir à l'Évangile, de retrouver dans l'Évangile la force, la puissance libératrice de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons mettre en place une feuille de route pour une pastorale qui libère notre peuple et redonne à chaque fidèle la joie et le bonheur d'être chrétien. Cette première session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé devra tout mettre en œuvre pour répondre aux cris des fidèles. Tout ceci vise aussi l'ouverture des pistes d'une pastorale qui soit celle de la libération intégrale de l'homme. La page des sports dans le journal pour faire le point du football camerounais ce soir. Les assurances du Maroc pour la CAN 2019. La déclaration conjointe des présidents des fédérations camerounaises et marocaines de football au dernier symposium de football féminin à Casablanca lève le doute sur une éventuelle envie du Maroc à organiser cette CAN de 2019. C'est dans la sérénité que le Cameroun prépare cette compétition, avec notamment ses différentes infrastructures en construction ou en réhabilitation. Le Premier ministre chef du gouvernement, qui effectue une mission d'évaluation ces derniers jours, affirme que les chantiers avancent à un rythme satisfaisant. Alors, Maître Dieudonné Api, vous revenez de Marrakech, où cette annonce réjouissante a été faite du soutien du Maroc au Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019. Rentrons un peu dans les coulisses de cette annonce. Comment cela s'est-il organisé? Comment cela s'est organisé? Je devrais vous dire qu'en réalité, depuis quelques mois, j'avais, sur la base de la rumeur qui circulait de manière persistante sur la volonté prêtée au Maroc de récupérer la CAN 2019, j'avais rencontré mon collègue de la Fédération royale marocaine, M. Fawzi, pour attirer son attention sur cette situation. Et tout naturellement, il m'avait dit que c'était quelque chose d'incompréhensible, que ce n'était pas dans leurs prévisions. Récemment, donc, à Nouakchott, à l'occasion du comité exécutif de la FIFA, où nous étions avec M. Infantino dans le cadre de cette rencontre, j'ai réitéré cette inquiétude, cette rumeur persistante, et le président Fawzi m'a dit qu'il n'en était rien, et j'ai suggéré que ne serait-il pas possible, n'est-ce pas, de faire une déclaration officielle pour pouvoir arrêter cette rumeur. Vous avez poussé un peu. J'ai poussé un peu, c'est exact, c'est le cas de le dire. On le comprend. C'est le cas de le dire. Alors, sur le coup, je n'ai pas eu une réponse immédiate, mais on m'a dit que non, c'était une éventualité, ce n'était pas de refus. Et lorsque nous nous sommes retrouvés donc le 5 mars à Marrakech, dans le cadre du symposium sur le football féminin, et en marge de cette rencontre, M. Fawzi m'a donc informé de de son intention de faire une déclaration officielle pour pouvoir arrêter cette rumeur persistante et qui gênait un peu les relations. Maintenant, sur les coulisses de cette déclaration, il faut être honnête pour dire que le prestige du président Paul Biya dans le cadre de cette discussion que nous avons eue m'a paru extrêmement élevée. J'ai pu apprécier, au-delà même de mon imagination, le prestige dont jouit le président Paul Biya sur le plan international. C'est donc là l'équation personnelle du président de la République qui aura joué dans cette clarification définitive. C'est la seule lecture qu'il faut faire, n'est-ce pas, de cette déclaration. Et même si vous le permettez, je peux vous faire une confidence. J'allais presque vous demander si vous pouvez promettre de ne jamais le répéter. À personne, je vous le promets. M. Fawzi me dit à
à Nouakchott, la seconde fois où je posais ce problème, il me dit ceci. Président, ces gens racontent ces histoires parce qu'ils ne connaissent pas les relations qui existent entre le président Paul Biya et le roi Mohamed VI. C'est le président de la Fédération royale marocaine qui me le dit. Il dit, tenez, lorsque le roi n'était encore que prince héritier, il a été au Cameroun avec son père. Il a fait plusieurs missions au Cameroun. Et lorsqu'il a accédé au trône, l'une des premières visites qu'il a effectuées était au Cameroun. Donc les gens qui parlent de cela ne connaissent pas les relations qui existent entre le roi du Maroc et le président Paul Biya. Voilà qui est désormais très clair et dans l'espace public, tout le monde en a pris bonne note. Quel est aujourd'hui, selon votre observation, l'état d'esprit du président de la CAF, Ahmad dans cette procédure qui semblait menacer à tout moment le Cameroun de ce retrait de l'organisation de la CAN 2019? Écoutez, l'état d'esprit du président Ahmad, je voudrais d'ailleurs même saisir l'occasion pour, n'est-ce pas, le remercier, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il fait chaque jour pour démontrer, et il a dit à maintes reprises, à plusieurs occasions de rencontres à Casablanca, à Marrakech, à Nouakchott, il a déclaré qu'il n'a jamais été question du retrait de la CAN au Cameroun. Simplement, à partir du moment où il est au courant, où il a certaines informations, c'est du devoir du président de la CAF de s'inquiéter. Il s'est inquiété et lorsqu'il a essayé de ça semble creuser, être plus que de l'inquiétude, Monsieur le Président. Oui, ça paraissait être plus que de l'inquiétude. Et c'était également l'ampleur, n'est-ce pas, des dégâts causés par certainement des personnes assez mal intentionnées. Mais quand il a regardé, il s'est aperçu en réalité qu'il n'a été... Je vais même vous dire que le président Ahmad, à Marrakech l'autre jour, sur une question assez pernicieuse d'une journaliste ivoirienne, le président Ahmad a dit, mais mesdames et messieurs les journalistes, je ne comprends pas. Lorsqu'il y a une information négative, on a tendance à vouloir la grossir, la développer. C'est cela le journalisme, oui, précisément, Monsieur le Président. C'est cela, c'est le train qui arrive un peu en retard. Lorsqu'il y a une bonne information, comme tout ce que le Cameroun est en train de faire maintenant, on ne le véhicule pas, pourtant. On s'y emploie ici au Cameroun, et on va le dire toujours plus fort. Mais votre mandat à la tête de ce comité de normalisation et le comité lui-même, son mandat a été prorogé pour jusqu'au 31 août 2019 en cours. Et sur votre table, je dis 18, merci. Jusqu'au 31 août 2018 donc. Et l'actualité sur votre table en ce moment, c'est quand même ce retour de certains lions indomptables dans la tanière et puis le recrutement apparemment urgent d'un entraîneur sélectionneur. Vers où regardez-vous pour ce dernier sujet? Écoutez, d'abord ce problème se pose en deux temps. Il y a d'abord le recrutement d'un entraîneur sélectionneur et comme vous avez remarqué, j'aurais pu effectivement prendre l'initiative de recruter d'autorité un entraîneur, mais vous savez, nous sommes préoccupés au comité de normalisation par l'intérêt du Cameroun. Nous tenons à maximiser, n'est-ce pas, les chances du Cameroun de soulever cette coupe le moment venu, c'est-à-dire en juin 2019. Et pour cela, nous avons procédé par appel à candidature pour optimiser les chances d'avoir un bon entraîneur, le meilleur entraîneur possible pour le Cameroun. Bien évidemment que nous choisirons en fonction de nos moyens, de nos possibilités financières également. Sur le problème de la... Mais restons encore un tout petit peu sur cette question de l'entraîneur sélectionneur. Ça pourrait être un Camerounais? Monsieur Belinga pourrait confirmer son intérim. Écoutez. Pourquoi vous parlez de l'internationalisation de cette question simplement au niveau de l'appel d'offres international? Est-ce que vous avez aussi un regard sur le Cameroun? Retenez que les Camerounais retiennent que ce qui intéresse le comité de normalisation, c'est l'intérêt du Cameroun. Si l'intérêt du Cameroun passe par un entraîneur camerounais, eh bien nous n'hésiterons pas. Et ils peuvent concourir? Pardon? Ils peuvent concourir? Mais bien naturellement. Très bien. Ils peuvent parfaitement concourir. D'accord. Mais non, s'agissant, n'est-ce pas, de la rencontre avec les Lions, il s'agissait pour nous
n'est-ce pas, de faire en sorte que le nouvel entraîneur arrive dans la maison et trouve une maison où il fait bon vivre, où toute la famille, n'est-ce pas, est rassemblée, où toute la famille est en parfaite harmonie. Comme vous ne l'ignorez pas, certains lions, et pas des moindres, hein, des compatriotes qui évoluent dans des championnats de très haut niveau et qui sont titulaires dans leurs équipes, n'est-ce pas, avaient décidé, pour des raisons dont il n'est pas besoin de revenir. On ne va pas revenir là-dessus. Ils sont de retour, on les célèbre. N'est-ce pas, de prendre une sorte de retraite pour diverses raisons. Eh bien, il fallait, n'est-ce pas, ramener tout ce monde à la maison de manière à reconstruire une maison où il fait bon vivre, où on a envie de se retrouver, où on veut, où avec les coéquipiers, on a la même ambition. Et j'ai été impressionné. Dans cette mission que vous avez effectuée à Paris, pour ces rapprochements à divers niveaux avec ces anciens lions. Tout à fait. J'ai été impressionné parce que j'ai tenu à leur faire comprendre que le fait de les approcher ne voulait pas dire qu'ils étaient automatiquement sélectionnés. Et que je souhaitais qu'on s'entende très bien que la décision de sélection appartient à l'entraîneur et à l'entraîneur sélectionneur lui seul. Eh bien, j'ai été impressionné par non seulement la compréhension de ces jeunes, leur degré de patriotisme. Chacun a eu l'air de me dire, Monsieur le Président, je sens que j'ai encore beaucoup à donner à mon pays. Et rassurez-vous, si l'entraîneur me demande de rester sur le banc de touche parce qu'il estime que je ne peux pas honorer efficacement un match et que l'intérêt de mon pays passe par mon coéquipier, je n'hésiterai pas un instant. On verra déjà cela le 25 mars, ce sera face au Koweït. Ce sera face au Koweït, vous le verrez. Un match amical. Mais l'autre condition posée par la FIFA dans cette prorogation de votre mandat jusqu'au 31 août 2018, je le reprécise, c'est cette loi, la modification de cette loi du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Quel problème cette loi pose, Monsieur le Président? Écoutez, la FIFA et le gouvernement de notre pays sont en concertation relativement à cette loi bien longtemps avant notre arrivée au comité de normalisation. Il y a eu des échanges et les parties ont décidé de procéder à certaines modifications. Nous, en tant que comité de normalisation, nous soumettons notre rôle et, n'est-ce pas, de faire en sorte que les statuts qui sont attendus soient en conformité avec le standard FIFA et avec la loi nationale. Maintenant, il appartient au gouvernement camerounais et à la FIFA, qui entretient d'ailleurs d'excellentes relations, c'est l'occasion de le dire, de pouvoir nous donner les moyens d'adapter les statuts que nous sommes en train de confectionner. Mais plus globalement maintenant, Monsieur le Président, votre arrivée à la tête de ce comité de normalisation à l'Africa Foot a soulevé beaucoup de bonnes voix. Et la question... Je pense qu'on est sur la bonne voie. Certains observateurs nationaux craignent qu'on soit en train de s'enliser encore un peu plus dans toutes ces procédures et tous ces espoirs posés sur votre comité sont en train de s'envoler un tout petit peu. C'est l'occasion de vous dire que souvent, lorsque nous nous retrouvons dans les réunions comme récemment à Marrakech, on dit souvent on ne comprend pas les Camerounais. C'est souvent, quelquefois, les mêmes Camerounais qui posent des problèmes. Je crois que nous devons aimer notre pays. Et nous devons encore l'aimer encore plus actuellement que hier. Parce que on peut l'aimer, mais on aime aussi le football et le beau football. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Eh oui, est-ce que vous êtes sur les rails pour ramener les Camerounais vers les stades, applaudissant toutes les équipes, première division, deuxième division? Nous discutons, notre porte est ouverte. Il n'y a pas un seul acteur du football qui peut dire qu'à la fédération, la porte a été fermée. Nous entretenons avec tout le monde et nous conseillons à tous les présidents de clubs, à toutes les ligues de football, de venir discuter au lieu d'aller, n'est-ce pas, faire des procès. Est-ce qu'il y a la sérénité pour sortir de cette interview, Monsieur le Président? La sérénité règne dans la maison football camerounais à quelques mois de la CAN 2019, c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer à votre manière ce grand événement. Écoutez, Madame Bala, je vous remercie infiniment. Je peux vous dire qu'il y a la sérénité. Il y a effectivement de temps en temps des agitateurs, mais qui ont des réponses. Vous savez, notre leitmotiv à la fédération, c'est à chaque fois de faire en sorte qu'il ne nous soit pas reproché quelque chose. Les championnats vont démarrer là au plus tard le 24 mars. Les instructions
qui sont données à la fédération, c'est de prendre toutes les dispositions pour qu'il ne soit reproché à la fédération aucune erreur, aucune faute, de tout mettre à la disposition des acteurs du football pour que le football puisse redevenir ce qu'il était. Merci infiniment, Monsieur le Président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Maître Dieudonné Api, d'être venu sur le plateau du 20h30. Merci Madame Balla, merci infiniment. Et à bientôt. Bon vent. Merci beaucoup. À la FECAFOOT. Infiniment merci. Avant de partir, nous vous donnons lecture de ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Sébastien Pinera. Il est président élu de la République du Chili à Santiago du Chili. À l'occasion de cette élection, Monsieur le Président de la République a adressé ce télégramme de félicitations à son homologue. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, il faut dire que le Chili et le Cameroun sont liés par des accords bilatéraux et multilatéraux qui lient les économies de l'Amérique latine au Cameroun et à l'Afrique. Allons à Douala pour finir. Les femmes de la Société anonyme des brasseries du Cameroun ont clôturé les activités de la 33e journée internationale de la femme par une remise de dons dans des hôpitaux et certains orphelinats de la ville. Chris Patricia Lologa de Sierre TV Littoral à Douala. Ces femmes des brasseries du Cameroun ont choisi d'être pour un jour des mamans pour ces orphelins. Un geste de cœur qui a provoqué de l'émotion chez les enfants et les responsables d'orphelinat. Qu'elles sont venues illuminer la maison. Parce que vous savez, cette maison-là, on a tendance qu'elle est sombre. Et tout ce qu'elles ont fait, elles ont dit c'est petit. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'allais tomber. Même émotion à l'hôpital de district de Nilon où les lions du groupe SABC ont offert des présents dans les services néonatologie et pédiatrie. Les brasseries du Cameroun ont toujours été aux côtés des Camerounais. C'est une société citoyenne qui depuis pas mal de temps, aussi bien dans l'aspect sportif, aujourd'hui on le voit bien sur le plan social, et particulièrement sur le plan sanitaire, que la SABC est venue accompagner nos jeunes patients. Pour ces femmes des brasseries du Cameroun, cette remise de dons s'inscrit dans les missions des femmes de la Société anonyme des brasseries du Cameroun dans la société. La valeur qui nous amène ici aujourd'hui, c'est responsabilité. Le groupe SABC est un groupe responsable. Nous apportons un peu d'espoir, nous procurons du bonheur. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, à marge de la Journée internationale de la femme 2018, partager avec les orphelins, les personnes nécessiteuses. Mais ce n'est pas un geste ponctuel. Nous allons revenir, nous allons nous préparer aux brasseries du Cameroun. Procurer le bonheur, c'est un de nos slogans, c'est un devoir. Le temps d'une journée donc, les femmes de la SABC ont ôté leur blouse commerciale pour revêtir celle de bienfaitrice. Et c'est la fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Florence Ngwangele. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Mais sur cette antenne, juste après le journal, retrouvez Joe Chebankon Kalabopse dans le débat sénatorial. Très belle soirée sur la Sierre TV et à demain, 20h30. Ni loi ne sont pas au-dessus de la loi. On pourrait leur appliquer les dispositions de l'article 189 du Code pénal et punir d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an quiconque sans qualité ou sans autorisation prend copie d'un document appartenant à une administration. Là, on poursuivrait le monsieur qui a diffusé ce document, non pas pour violation de secret professionnel, mais pour complicité de violation de secret professionnel ou complicité de recel de violation de secret professionnel. Quiconque est à l'origine de la fuite de documents peut être repéré. L'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication et les fins limiers des services de renseignement sont capables de remonter la piste.
Voilà qui est dit. Je vous invite à présent sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua. C'est dans la région de l'extrême nord. Le taux de réalisation est à 10%, on dirait seulement. Et pour accélérer les travaux, le ministre de la Santé publique prescrit le recrutement de 100 ouvriers supplémentaires par l'entreprise. André Mamafouda était en visite d'inspection sur ce chantier, dont du chef de l'État à la région. Pour découvrir Elvis Nguimaison de CRTV Extrême Nord. Terrassement, remblai, compactage, nivellement, chaînage de fondation, ce sont des ouvriers et des engins en pleine activité sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Maroua qui ont accueilli le ministre de la Santé publique. Après le tour du propriétaire, André Mamafouda note que le chantier affiche, 10 mois après son lancement, un taux d'exécution physique de 6%. La nature du sol qui est constituée de près de 3 mètres de caral n'a pas permis que le chantier démarre à bonne date. Nous arrivons aujourd'hui et nous constatons que l'emprise qui est presque sur 10 000 mètres carrés a été sécurisée puisque on a excavé l'ensemble de cette argile gonflante qui est le caral pour le substituer avec du bon sol. Les délais de 18 mois seront difficilement respectés. L'entreprise Alliance Construction Cameroun est sommée de recruter pour accélérer les travaux. On a à peu près 120 personnes, c'est pas assez. C'est un hôpital qui devrait tourner avec un effectif de 200. Donc je lance donc cette information pour que les maçons, les ferrailleurs, les coffreurs viennent dans ce chantier et trouveront du travail. En présence du gouverneur Midjiawa Bakari, le ministre de la Santé publique s'est engagé à suivre de près la réalisation de ce centre hospitalier dont l'emprise au sol est de 8 000 m² environ au quartier Frolina à Maroua. À Yaoundé, découverte macabre aux premières heures ce mercredi matin. C'était aux alentours de la basilique Marie-Reine des Apôtres en Volier. Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie. Et ce corps qui mobilise à présent les fins limiers de la police. Il s'agit d'établir les circonstances du drame. Maïmouna Mohamedou, Nadia de CRTV News. Sur la scène du drame, un essaim de mouches, comme pour rappeler l'horreur vécue là. C'est sur cette pierre qu'a été retrouvé le corps sans vie de l'inconnu. Le drame se serait vraisemblablement produit aux premières heures de cette matinée du 14 mars. On s'est donc appelé à la messe ce matin qu'on nous informe qu'il y a encore un tas de décomposition. C'est mon curé qui m'informe sur le mangué là. Les femmes qui ont fait la messe, qui peut-être voulaient faire leurs besoins, ils ont découvert que ils ont senti les odeurs. Quand ils cherchent à regarder, ils trouvent que c'est quelqu'un qui est couché là. Quand on a vu la position du corps, nous nous sommes dit que sûrement, c'est un corps qu'on a tué ailleurs et qu'on est venu mettre là. Le monsieur était bien habillé, ils ont mis la tête, ils ont enfoncé la tête sous la pierre. Les forces de l'ordre alertées sont descendues sur le terrain pour les constats d'usage. Le corps a été transporté par la direction de la police judiciaire où une enquête a été ouverte pour traquer les auteurs de ce crime. Direction la région de l'Est où les jeunes militants de la section OJRDPC Rognon Nord 2 à Dimako disaient merci au président Paul Biya pour la nomination de leur fils et frère Oswald Baboké au poste de ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Un meeting était organisé à cet effet à l'hôtel de ville de Dimako. Le reportage de Séverin Jikam à Bertois. D'une seule voix et avec toute la foi aux promesses du RDPC, les jeunes militants de la section OJRDPC Oignon Nord 2 à Dimako se sont mobilisés en grand nombre à la salle des fêtes de l'hôtel de ville pour dire merci au chef de l'État qui a fait de leur fils, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, un grand moment d'adhésion et de communion. C'était l'occasion pour tout Dimako de sortir pour saluer, remercier le président de la République pour cet énième acte en faveur de la jeunesse de Dimako et pour lui dire que le RDPC ne sera que le seul parti qui va remporter tous les sièges en commençant par les sénatoriales.
par des prestations musicales en présence de la génitrice du ministre Odza Tebaboké et par des chants de ralliement et des discours. Les militants du RDPC à Dimako ont également salué le maintien et la nomination à des hautes fonctions des autres fils de la région de l'Est. Il n'y a pas eu que Dimako, c'est toute la région de l'Est qui a été concernée au niveau du ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Nous avons aussi eu un digne fils de l'Est qui a été promu ministre. Les jeunes militants de Dimako, recrutés dans tous les secteurs d'activité, ont effectué une marche de soutien au président Paul Biya, tout en remettant une motion de soutien et de déférence au sous-préfet de l'arrondissement de Dimako pour transmission. Mobilisation similaire ce mercredi à la chefferie du groupement Bachenga sous la houlette de Sa Majesté Gabriel Sylvain Essoa Etoga, chef supérieur Bachenga. Les chefs traditionnels de cet arrondissement disaient merci au président Paul Biya pour la nomination de leur fils et frère Galax Yves Landry Etoga au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie nationale. Voici l'ambiance et les messages de cette rencontre. Philippe Roger Sama. Sur la place de la chefferie supérieure Bachenga, les chorégraphies initiatiques du mythique groupe Minkang Mimbon captivent la scène et les regards comme pour magnifier un temps de grâce. Ils constituent un des symboles forts de la solennité de ce jour particulier où leur majesté, les chefs traditionnels de Bachenga et de la Leki en général, expriment leur gratitude au président de la République pour le choix porté sur leur fils Galax Yves Landry Etoga, nommé secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Le chef de l'État a prouvé une fois de plus qu'il connaît tous ses enfants et qui comprend les pleurs de tous ses enfants venant de partout. Bachenga est content, la Leki est contente. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. À l'occasion de ces moments de grande allégresse, les chefs traditionnels de la Leki ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'homme du renouveau. Entre le chef de l'État et la Leki, il y a mariage, il y a union. La Leki, tous debout, tous sur un même pied, s'est mobilisé derrière le président de la République. Donc 2018, c'est son année. L'arrondissement de Bachenga bénéficie en effet d'une grande attention du chef de l'État qui est affecté d'importants projets structurants et de développement. Le projet du pont sur la Sanaga, le barrage de Nastigal, le projet Sanaga d'adduction d'eau potable à Yaoundé, entre autres. Pour tous ces bienfaits, les chefs traditionnels ont adressé à leur bienfaiteur, le chef de l'État, une motion de soutien et de déférence remise au sous-préfet local. L'actualité dans l'église catholique, la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé que préside Monseigneur Sostène Médard Bayemi Mathiei, Sostène Léopold s'il vous plaît, Bayemi Mathiei, tient une session ordinaire depuis hier mardi à Okola. La thématique des travaux est présentée ici par Pierre Binambarga. La conférence épiscopale provinciale de Yaoundé, la CEPI, est un espace de 7 diocèses. Yaoundé, Mbalmayou, Obala, Bafia, Sambelima et Bolova, Krivi. Les assises de la CEPI se tiennent depuis ce mardi 13 mars 2018 à Okola, dans le diocèse d'Obala. Les évêques de la CEPI communient à la joie des fidèles du diocèse d'Obala, qui a 30 ans d'existence. Le thème de cette session est l'élaboration d'un plan pastoral stratégique provincial en vue d'une articulation foi et vie. Au regard de cette précarité ambiante, les évêques proposent des clés de solution promptes à asseoir l'espérance dans les cœurs. Quelquefois, nos fidèles n'ont pas toujours toute la joie qu'ils devaient attendre de l'Église. Qu'est-ce que l'Église préconise? C'est de revenir à l'Évangile, de retrouver dans l'Évangile la force, la puissance libératrice de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons mettre en place une feuille de route pour une pastorale qui libère notre peuple et redonne à chaque fidèle la joie et le bonheur d'être chrétien. Cette première session annuelle de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé devra tout mettre en œuvre pour répondre aux cris des fidèles. Tout ceci vise aussi l'ouverture des pistes d'une pastorale qui soit celle de la libération intégrale de l'homme.
La page des sports dans le journal pour faire le point du football camerounais ce soir. Les assurances du Maroc pour la CAN 2019. La déclaration conjointe des présidents des fédérations camerounaises et marocaines de football au dernier symposium de football féminin à Casablanca lève le doute sur une éventuelle envie du Maroc à organiser cette CAN de 2019. C'est dans la sérénité que le Cameroun prépare cette compétition, avec notamment ses différentes infrastructures en construction ou en réhabilitation. Le Premier ministre chef du gouvernement, qui effectue une mission d'évaluation ces derniers jours, affirme que les chantiers avancent à un rythme satisfaisant. Alors, Maître Dieudonné Api, vous revenez de Marrakech, où cette annonce réjouissante a été faite du soutien du Maroc au Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019. Rentrons un peu dans les coulisses de cette annonce. Comment cela s'est-il organisé? Comment cela s'est organisé? Je devrais vous dire qu'en réalité, depuis quelques mois, j'avais, sur la base de la rumeur qui circulait de manière persistante sur la volonté prêtée au Maroc de récupérer la CAN 2019, j'avais rencontré mon collègue de la Fédération royale marocaine, M. Fawzi, pour attirer son attention sur cette situation. Et tout naturellement, il m'avait dit que c'était quelque chose d'incompréhensible, que ce n'était pas dans leurs prévisions. Récemment, donc, à Nouakchott, à l'occasion du comité exécutif de la FIFA, où nous étions avec M. Infantino dans le cadre de cette rencontre, j'ai réitéré cette inquiétude, cette rumeur persistante, et le président Fawzi m'a dit qu'il n'en était rien, et j'ai suggéré que ne serait-il pas possible, n'est-ce pas, de faire une déclaration officielle pour pouvoir arrêter cette rumeur. Vous avez poussé un peu. J'ai poussé un peu, c'est exact, c'est le cas de le dire. On le comprend. C'est le cas de le dire. Alors, sur le coup, je n'ai pas eu une réponse immédiate, mais on m'a dit que non, c'était une éventualité, ce n'était pas de refus. Et lorsque nous nous sommes retrouvés donc le 5 mars à Marrakech, dans le cadre du symposium sur le football féminin et en marge de cette rencontre, M. Fawzi m'a donc informé de ce que... Et d'autres assassinats. Les constats à Bamenda, Armand Ambassa. Les transporteurs par moto-taxi de Bamenda sont, à tort ou à raison, accusés de tous les maux. Pour conforter cette assertion, la caméra de la CRTV n'est pas la bienvenue ici. Nous rencontrons tellement de difficultés et surtout depuis que la crise anglophone a débuté. C'est un passager, lorsque vous les rendez service, à la fin, il vous traite de bandits et consorts. Pourtant, les victimes de ces agressions s'en souviennent. On a arraché le sac de ma femme. Elle sort à 5 heures pour aller au marché. On écrit son sac avec le téléphone et tout. Mes enfants, même chose. À cela s'ajoutent les multiples attaques des forces de l'ordre et de sécurité, les enlèvements des autorités administratives par des assaillants non identifiés et à bord des motos dans l'arrondissement de Batibo. Autant d'éléments qui ternissent malheureusement l'image de la profession. Ça se passe avec les motos, mais pas avec nos collègues, puisque ce n'est pas justifié. Et là, nous payons les pots cassés. Pour l'heure, la délégation régionale des transports pour le Nord-Ouest et les syndicalistes disent travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour assainir le secteur en facilitant l'obtention des documents exigibles. Et les pièces qu'il faut fournir, c'est le certificat de vente, certificat de conformité et la photocopie de la personne qui a acheté et le reçu. Il y a eu des choisis qu'on a donné gratuitement aux mototaxis, mais il y a eu un désordre. Le préfet de Mézam a demandé qu'on arrête pour voir comment on va mettre de l'ordre sur ça. En attendant l'aboutissement du processus d'identification par gilet de ces bensikineurs, le gouverneur de la région du Nord-Ouest vient de prendre une décision interdisant les Okada, comme on les appelle ici, de circuler dans les arrondissements de Batibo, Widikoum et Balikumbat, de jour comme de nuit.
Une vie de moto-taximan à Boya dans la région du sud-ouest et selon nos correspondants permanents, cette activité tourne au ralenti dans la région. Les benskinners là-bas enregistreraient une baisse de leurs recettes face à des passagers de plus en plus prudents quant à ce mode de transport. Retrouvons à Boya Roger Samaki-Poro. Conducteurs de moto-taxi attendent de passagers ici à Long Street, secteur bien connu de Boya, la ville à l'hospitalité légendaire. Leur activité tourne au ralenti. Maintenant, le travail, ça ne donne pas comme avant. Parce que maintenant, là, le moto ne travaille pas avant 19h30, 19h comme ça. Là. Quand on te prie dehors, on va aller prendre sa moto, on va aller mettre ça à la gym. Passé l'époque où la présence massive des passagers faisait la joie des benskinners. Par jour, je travaille même 15 000 parce qu'il y a beaucoup de passagers qui voyagent en Limbe, Boya, Boya, Oututu, Boya, Maïfo. Maintenant, là, le travail, ça ne donne plus. Ça ne donne pas. Certains habitants ont, au fil du temps, nourri une aversion pour ce mode de transport. Allez savoir pourquoi. Je pouvais souvent parler de taxi parce que avec les benskinners, la manière dont ils circulent, ils sont toujours comme s'ils sont pressés, je sais pas. C'est vrai avec les taximans, les moto-taximans, c'est plus rapide, mais c'est un peu très risquant parce que dès qu'il y a un petit mouvement là, tu peux très mal te blesser. Heureusement pour nos conducteurs qu'il existe encore des inconditionnels du transport par moto-taxi. Si je prends les motos, je vais arriver à Oututu vite. J'ai déjà un accident en moto, mais je n'ai pas peur. Malgré tout, les benskinners, encore appelés Okada, ne baissent pas les bras. Tous espèrent que leur activité retrouve ses beaux jours d'antan. Dans la suite du journal, parlons de la coopération entre la Confédération suisse et le Cameroun, une coopération vers de nouveaux horizons aujourd'hui. Les deux parties tenaient ce mercredi la première session du comité d'orientation et de suivi de l'accord de don d'un montant de 3,4 milliards de francs CFA, accord conclu entre les deux États. Autour de la table à Yaoundé, le ministre de l'économie Alamine Ousmane et son Excellence Pietro Lazeri, l'ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun. Voici d'autres précisions avec Lucie Colette Avoulou. 3,4 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de don octroyé au gouvernement camerounais par le gouvernement helvétique. Pour cette première session du comité d'orientation et de suivi de cet accord, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane et l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, son Excellence Pietro Lazeri, se concertent sur les différents axes d'intervention. Nous avons travaillé sur l'allocation des ressources de fonds de contre-valeur à hauteur de 3,4 milliards pour accompagner le secteur des énergies renouvelables et la promotion du secteur privé. La Suisse a approuvé donc cet accompagnement sous forme de subventions. Cela va certainement participer à renforcer la production de l'énergie renouvelable et contribuer donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le savoir-faire suisse en la matière ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous avons donc abordé pendant la réunion les critères, le processus de sélection des projets, parce que ça sera très important de choisir tout d'abord des projets qui ont un impact, comme a dit le ministre, qui soutiennent la croissance. Cet autre volet vient renforcer une coopération riche entre les deux États. Des actions dont l'impact sera directement perçu par les populations à la base. Dans ce champ de l'économie, je signale ce communiqué qui était rendu public à l'issue de la 9e session du Cameroun Business Forum, le CBF, qui se tenait lundi cette semaine à Douala sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang. Le communiqué est signé par le secrétaire général des services du
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 14 mars 2017, voici la une du journal. Coup de projecteur sur une activité utile et dangereuse à la fois. Les motos-taxis en pleine expansion inquiètent par leur incivisme et leur dérive. À l'entame du journal, nous faisons le point à Yaoundé et dans les régions. Coup de projecteur sur un phénomène nocif qui prospère en dépit de la loi. La fuite des documents administratifs confidentiels fait le bonheur de la presse et des réseaux sociaux. Comment arrêter l'hémorragie? Le 20h30 mène l'enquête. Coup de projecteur dans le journal sur le football camerounais, les assurances du Maroc pour la CAN 2019 et l'état d'esprit dans la tanière. Vous entendrez l'éclairage du président du comité de normalisation de la FECAFOOT, Maître Dieudonné Api, est l'invité du journal. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal avec ce mal nécessaire pour certains, un phénomène dangereux à endiguer d'urgence pour les autres. Les mototaxis connaissent une véritable explosion dans nos villes et villages, utiles et incontournables comme le reconnaissent les autorités pour accéder aux zones difficiles d'accès. Mais les mototaxis semblent de plus en plus des vecteurs de dérive et d'une violence qui fragilise l'équilibre de la société. Que dit la loi? Quelle réglementation faut-il convoquer dans ce secteur? Voici l'état des lieux dressé par Oswald Modo. Combien sont-ils en circulation sur les routes camerounaises, ces motocycles exploités à titre onéreux? Des centaines de milliers, peut-être des millions. Bien difficile de donner le nombre exact dans un secteur d'activité qui recrute parmi la couche la plus importante de la population et dont les portes semblent être ouvertes aux premiers venus. L'activité est pourtant régie par deux textes du Premier ministre qui en fixent les conditions d'exercice. Tous ceux qui ont le transport par moto doivent ici avoir un permis de conduire de catégorie A, doivent avoir ici une assurance 5A, doivent aussi avoir une visite technique, doivent avoir aussi l'impôt libératoire qui permet d'exercer en toute quiétude. La loi est claire, on ne saurait exercer les motos sans au préalable avoir un document qui permet d'exercer comme professionnel. Ce que beaucoup ne savent pas, y compris les mototaximens eux-mêmes. Seulement, remplir les conditions sus-évoquées ne suffit pas. Encore faut-il disposer de certains accessoires. On doit avoir ici deux casques pour le client et le chauffeur en question. La moto doit avoir son réservoir peint en jaune. Le choisible doit avoir une couleur de sa municipalité. Vous savez, Yaoundé a 7 mairies et chaque mairie doit donner la couleur qui permet ici d'identifier les motos par zone. Ce à quoi il faut ajouter des pare-chocs avant et arrière, entre autres. L'exploitation des motocycles à titre onéreux est par ailleurs limitée dans l'espace. La loi interdit les motos en zone urbaine. Donc ils doivent être dans des carrefours bien ciblés, avec des panneaux qui indiquent ici leur zone de compétence. C'est-à-dire quoi? Je prends un cas simple, le carrefour lycée bilingue qui est à Essos. Au carrefour lycée bilingue, ils doivent transporter les usagers pour Colmessin vers la périphérie. Aujourd'hui, on trouve à Terminus, on trouve à Vocada Mobile, on trouve au carrefour Oran en plein centre urbain, on trouve au carrefour Régie les motos qui font dans la zone urbaine. Si la licence de transport par mototaxi ne fait pas l'objet de préjudice judiciaire, le ministre en charge des Transports peut la suspendre ou la retirer. L'utilisation d'une moto acquise frauduleusement, comme tout autre motif pertinent, peut y conduire. Mais malgré ces tentatives de régulation, il faut reconnaître que les mototaxis imposent leurs lois partout dans les rues. Dans les centres urbains, se faufilant parfois entre les embouteillages en pleine poste centrale, ici à Yaoundé, ou semant la terreur par leur rassemblement dans les quartiers. Mais il faut également dire que l'absence d'un véritable réseau de transport urbain et périurbain rend ces mototaximens plutôt indispensables. Excursion donc dans un secteur en mode mi-figue, mi-raisin, c'est avec Daniel Mananga. Nul ne s'aventure ici à bord d'un véhicule de transport en commun. En Colmessin, quand on n'a pas de voiture personnelle, on va à moto. Parce que la route est tellement mauvaise au point où même les voitures qui vont là-bas vont à peine. Je suis en train d'aller en Colmessin, au bas-fond. Je suis obligé de prendre la moto. C'est important sur les entrées qui vont au quartier. Carrefour du lycée bilingue d'Essos. Les motos règnent. Au départ et à l'arrivée, elles sont indispensables. Le confort, on verra après. Le port du casque n'est pas la règle chez les chauffeurs. Et le passager alors, il n'a qu'à se débrouiller. Trop d'insécurité, le vol d'enfants,
on arrache les sacs. Même les accidents, certains même motocyclistes sont des voleurs, des bandits. Ils vous prennent, ils vous amènent en brousse. Et là-bas, on peut vous violer, on peut vous taper. Le même décor s'observe à Terminus Mimboman. Ils sont sagement garés dans l'attente d'un client, mais aux heures de pointe, c'est la jungle. Je peux doubler peut-être un taximan à gauche ou à droite pour pouvoir réussir à traverser. À une certaine heure, la moto n'est pas bien. Mais il y a les motocyclistes qui sont bien élevés. Donc, si la nuit me trouve dehors, je vais seulement chercher un ancien motocycliste que je connais pour me porter. Les motos se croient tout permis dans la circulation. En ville, elles s'infiltrent dans les embouteillages. Arrêtez-les si vous pouvez. Allons donc voir la situation dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, depuis l'enlèvement du sous-préfet de Batibo et celui du délégué régional des affaires sociales, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont interdit la circulation des mototaxis dans 3 arrondissements. De lourds soupçons pèsent en effet sur les mototaximènes en relation avec les premiers ministres. Le professeur Séraphin Fouda rappelle les problématiques abordées pour l'amélioration de la vie économique et du climat des affaires au Cameroun, notamment la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, la consolidation de la paix pour impulser le développement économique, l'ouverture du capital des entreprises publiques aux partenaires privés et puis le renforcement de la professionnalisation des formations afin de disposer des ressources humaines plus adaptées. L'Institut national de cartographie expose cette semaine son savoir-faire à Yaoundé, des journées portes ouvertes qui reçoivent le public à l'esplanade de la direction générale de l'Institut. Cette première édition a pour thème l'information géographique au service du développement du territoire national. Le coup d'envoi de cette opération de charme était donné ce mercredi même par le ministre de la Recherche scientifique, Madame Madeleine Tchouenté. Agnès Solange Abessolo nous présente l'opération. Les spécialistes de l'art de dresser les cartes se dévoilent. Ils ont décidé de partager avec le public les différentes étapes de la production et de la mise à jour de la carte topographique de base du Cameroun à grande échelle. Nous représentons en 3 dimensions tous les objets du terrain. Tout ce que nous voyons, en incluant les routes, les cours d'eau, les pistes, les ponts. Nous arrivons dans un point sur la carte, la tablette nous donne ça. Un travail de fond qui requiert un équipement de pointe, à l'instar de ces lunettes à cristaux liquides qui permettent de voir en relief toutes les dimensions du terrain à explorer. On représente les données en fonction d'une échelle. On a une échelle 25 millième. Ça veut dire 1 cm sur notre carte fait 250 mètres sur le terrain. Une panoplie d'informations géographiques mises à la disposition des visiteurs pour démystifier le projet, cet indice de développement. L'initiative va aussi permettre de renforcer le système national de recherche et de l'innovation. Ils font des cartes de manière scientifique. Chaque décideur qui a besoin d'informations géographiques peut se rapprocher donc de l'INC pour avoir des informations scientifiques avant de se lancer. 3 jours d'échange qui vont certainement améliorer la notoriété de l'Institut national de cartographie en lui donnant plus de visibilité. De son côté, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative achevait ce mercredi son tour de propriétaire à Yaoundé. Joseph Léa a ainsi visité le chantier de la délégation régionale du Minfopra en cours et le site de l'actuelle délégation régionale. Dans sa suite, notre reporter Catherine Toulou-Elanga. Un R+3 bâti sur une superficie de plus de 3000 mètres carrés. L'édifice, assez flatteur, force l'admiration. C'est ici que sera logée la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, visite les chantiers. Il y a certes de petites difficultés en termes d'espace de travail, en termes de logistique, mais je crois que ces messieurs et dames sont prêts à surmonter ces difficultés afin d'accomplir au mieux les tâches qui leur sont assignées. Bientôt opérationnel, il reste tout de même quelques réajustements. Est-ce que ce bâtiment est occupable? Je peux vous dire oui à 90%.
Hein? Il suffit d'ouvrir grandement les fenêtres, alimenter constamment le groupe en carburant et le cubiténaire en eau. Après le chantier, cap sur la délégation régionale actuelle de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lay échange avec le délégué régional pour boucler ainsi une visite de 3 jours dans les services centraux et extérieurs de son département ministériel. Dans cet environnement des administrations publiques, voici la grande enquête du journal pour questionner la fuite récurrente des documents administratifs, des facsimilés qui font les choux gras de la presse et qui alimentent les réseaux sociaux. Le phénomène surprend plus d'un observateur par l'impunité qui entoure ces actes pourtant répréhensibles, parce qu'il faut le dire, tout contrevenant est passible de sanctions et de privation de liberté. Voici l'enquête signée par Irène Djanafouda. Les Camerounais de tous bords lisent les lettres dans les enveloppes. Résultat des courses, la violation du secret de la correspondance administrative. C'est ainsi que les documents confidentiels sont publiés dans les journaux et inondent la toile. Le papier en tête fait foi et les visas légaux sont là pour revêtir le caractère authentique de ces tests que l'on garde jalousement. Le citoyen lambda, pour peu qu'il soit connecté aux réseaux sociaux, est au parfum de tout. Ce mercredi, par exemple, c'est un message au porté tenant lieu de convocation individuelle pour un éventuel conseil des ministres et signé du secrétaire général de la présidence de la République qui s'invite sur la plateforme cybernétique. Autre document en circulation sur la toile, celui réservé à la cuisine interne de la gendarmerie nationale, interdisant à certaines personnalités d'aller au-delà du triangle national sur instruction du haut commandement. Ces fuites de documents reposent sur des personnes qui ne mesurent pas toujours la gravité de leurs actes. L'article 41 du statut général de la fonction publique qui prescrit ce qu'on appelle l'obligation de discrétion professionnelle. Tout fonctionnaire est lié par cette obligation et ne doit révéler aucune information, aucun document dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et ensuite, il y a la violation du secret qui est prévu par le code pénal. Le règne de l'impunité anime tous ceux qui entretiennent la flamme des scoops. Il faudrait donc qu'on prenne un certain nombre de mesures pour éviter que ces fuites ne continuent. Et parmi les mesures à prendre, puisqu'on ne peut pas être derrière chaque fonctionnaire ou chaque agent, c'est une répression exemplaire. Bon à savoir, les personnes tenues pour responsables des fuites de documents agissant sans foi